Cinquième paramètre de technique qui est l'approche. On en parle souvent, même dans la pêche en sèche. L'approche, c'est capital. Pour prendre des exemples tarte à la crème une fois de plus, si vous sautez à pieds joints, vous arrivez comme un sanglier dans des petites rivières calmes où il n'y a que des truites, vous allez faire fuir toutes les truites. Il faut vraiment soigner votre approche. Sur les truites, c'est voire même parfois à quatre pattes pour être discret. Moi, j'ai pris la grande leçon de ma vie quand j'ai commencé il y a 20 ans à pêcher la Vologne. Je suis passé de l'énorme basse Moselle à la Vologne, j'ai compris ce que c'est l'approche, quoi. À quatre pattes. À quatre pattes. Derrière les cailloux, à quatre pattes, il ne faut vraiment pas se présenter aux truites. Et vous vous rendrez compte que l'approche sur les truites est capitale parce que vous pouvez avoir une nymphe pas trop bonne et une dérive pas trop bonne, mais si la truite vous a pas vu, en général, si c'est pas des truites trop éduquées, si elles ont juste pas été alertées, bah ça va peser, quoi. Une fois de plus, dans votre équilibre, l'approche parfois sur la truite est beaucoup plus importante que le reste parce que c'est des poissons très craintifs. Mais l'approche, c'est aussi pour les ombres. L'approche, c'est un peu hybride sur les ombres parce que c'est trouver où ils se tiennent les ombres. Si vous approchez les courants sans réfléchir où sont les veines à ombre, bah ça va pas le faire. Vous allez pêcher dans le désert pour rien, vous allez utiliser vos ressources dans le vide, donc ça sert à rien. Donc encore un paramètre de technique sur lequel vous pouvez travailler. Vous pouvez aussi vous balader simplement à la fermeture sur votre rivière à ombre et analyser et vous dire tiens, effectivement les ombres ils se tiendraient plus dans la cassure, dans cette veine. Vous pouvez même, si vous êtes des feignants, vous êtes bloqué dans le métro, à un repas chez la belle-mère, vous vous ennuyez n'importe où, bah vous faites du Google Maps, vous regardez une rivière, la Dordogne, la basse rivière d'Ain, et vous cherchez les veines à ombre pour votre prochaine approche. Vous voyez, c'est des choses que vous pouvez travailler. Tous ces éléments, ils ne se travaillent pas forcément au bord de l'eau. Il y en a beaucoup qui se travaillent au bord de l'eau, mais vous pouvez être malin et acquérir des connaissances en dehors du bord de l'eau qui vont vous aider à avoir cette vision. Donc, paramètre suivant, c'est après l'approche, vision et lecture des courants. Alors là, c'est pareil. Ça, c'est un paramètre de technique qui dépend que de vous. Et je viens d'en parler avant sur les ombres. L'approche, c'est hybride avec la lecture des courants. Il faut être capable, techniquement, vous pouvez largement évoluer. Entre un très bon pêcheur en nymphe sur les ombres et un pêcheur moyen, le très très bon pêcheur, au-delà de la technique, il va connaître les cassures à ombre, il va savoir où se tiennent les poissons. Et sur des rivières énormes comme la Dordogne, la Glomma, il va pouvoir directement aller au cœur du sujet et trouver les ombres. Ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel vous pouvez évoluer. Ça tient qu'à vous d'évoluer là-dessus. Maintenant, sur la vision des poissons dans l'eau en pêche en nymphe à vue, là, on est quasiment sur une science. Ça, c'est quelque chose qui ne se pratique pas à la maison, je vous le dis. Il faut passer du temps au bord de l'eau. Si vous avez la chance d'avoir des rivières qui pêchent en nymphe à vue, comme la Sorgue, la Touvre, la Loue, le Doubs, la Vis, toutes ces rivières cristallines françaises, bah vous pouvez vous balader et travailler votre pêche en nymphe à vue avec des bonnes polarisantes. Tout ça, on en reparlera plus tard parce que c'est vraiment un sujet qui mérite une bible en elle-même. Mais une fois de plus, retour sur votre vector equilibrium où vous devez comprendre que, par exemple, la lecture des courants, c'est un paramètre qui est nécessaire mais pas suffisant. Si vous savez trouver les bonnes veines à ombre sur la Dordogne mais que vous avez le mauvais poids de nymphe, c'est foutu. Vous n'aurez pas l'équilibre des paramètres qui va vous permettre de prendre du poisson. Donc voilà pour ce 6e paramètre technique que je vous conseille. Alors 7e paramètre technique, la connaissance de la rivière. Donc je vous répète ce paradoxe. Si vous pêchez votre rivière de cœur comme tout le monde, on a tous une rivière qu'on pêche plus que les autres, vous devez vraiment connaître les habitudes de la rivière. Comment elle monte sur Vigicru. Vous devez connaître votre dynamique de courbe. À quel moment vous allez vous pointer à la pêche. C'est con ce que je vous dis, mais moi, mes rivières de base, je connais leur Vigicru par cœur. Quand il pleut beaucoup, bah, je vois au niveau de la courbe que ça ne va pas redescendre, être pêchable avant 2-3 jours, donc j'en profite pour faire autre chose dans l'organisation de ma vie. Vous voyez, on parle, voilà, on est moderne, on est en 2021, on sait tous qu'on ne peut pas passer sa vie à la pêche, on a tous un travail. Donc c'est aussi ça la connaissance de la rivière. Et je sais que 2-3 jours après, en fonction des millimètres qui sont tombés, je connais mon Vigicru, je connais ma rivière. Donc cet outil de Vigicru m'aide à connaître la rivière. Ça, c'est un outil technologique. Maintenant, si vous pratiquez une rivière depuis 10 ans, vous savez qu'à telle souche, à tel endroit, je prends un exemple lambda une fois de plus, vous êtes dans les gorges de la Vis, il y a un bloc qui est là depuis des millénaires, qui est un bloc énorme, et vous avez remarqué depuis des années qu'il y a toujours une grosse truite derrière ce bloc.
Et ça, c'est de la connaissance de la rivière. Connaître les postes à truites, connaître les veines à ombre. Connaître sa rivière pour les ombres, c'est aussi voir comment les granulats et les fonds ont bougé en fonction des crues. Et les ombres vont se déplacer en fonction de ça. Vous voyez, c'est cette finesse d'analyse qui vous permet d'être meilleur dans la pêche en nymphe. Il n'y a pas de secret. C'est pas du jour au lendemain, on est bon ou mauvais nympheur. Ça se construit, c'est comme tout. C'est une somme de détails que je vous ramène à chaque fois à ce vecteur équilibrium. C'est un vecteur d'équilibre qui va faire que tous ces paramètres dont je vous parle vont vous aider à dresser une stratégie gagnante. Mais si vous pêchez sur un paramètre, alors il faut vous rattraper sur un autre et il faut à chaque fois que ce soit des conditions suffisantes. À chaque fois, c'est des choses suffisantes. Quand vous débarquez sur une toute nouvelle rivière qui n'a rien à voir, par exemple la Touvre. La Touvre, c'est une rivière très singulière en France. Si vous passez votre vie à pêcher la Dordogne et que vous débarquez sur la Touvre, c'est pas du tout la même pêche. C'est de l'eau cristalline dans des herbiers avec des truites super éduquées. La Touvre, c'est une résurgence cristalline, ça n'a rien à voir avec des grandes veines dessinées comme la Dordogne. Donc là, vous avez toute une connaissance de la rivière à refaire. Vous pouvez aussi discuter avec des copains en local pour mieux connaître la rivière. Ah, sur la Touvre, voilà, les truites, je sais pas, elles se réveillent pas avant le mois de mai, par exemple. Elles sont encore cachées, elles sont tankées au mois de mars parce que l'eau est trop froide. Par exemple, je dis une connerie. La connaissance de la rivière, c'est aussi savoir les insectes qui sortent à quel moment. En nymphe, il y a des moments à pas manquer. Il y a la nymphe de mai, il y a les gamarres. Ça, c'est pour les cas non universels. Par exemple, sur la Loue, il y a les aigues-dieux, les cuverts qui sortent. À ces moments-là, il faut le savoir. Ça fait partie des connaissances de la rivière, comme il y avait la manne à une époque, ou la mouche de mai, c'est l'exemple le plus classique. Le moucheur connaît ses classiques à tel moment. Et ça, c'est un paramètre qui va vous aider à dresser une stratégie équilibrée. Autre exemple, je vous l'ai déjà dit, mais par exemple, sur la Haute-Seine, qui est une rivière très pêchée, on sait très bien que les gros ombres ne vont manger que des petites bouchées qui passent près du fond en nymphe, quand ils ne sont pas actifs, que c'est des cas classiques. Donc vous savez très bien que c'est des gros ombres énormes, mais c'est des têtes de lard. Vous n'allez pas vous amuser sur cette rivière à leur passer des nymphes 2 mètres au-dessus d'eux. Ils ne vont pas grimper, prendre la nymphe comme ça, comme ils feraient bêtement en Autriche. Donc connaissance de la rivière, c'est aussi connaître la pression de pêche qu'il y a dans la rivière. Donc toutes les thématiques que je vous cite là, les 8 paramètres techniques, c'est des bibles à chaque fois. Ça mériterait une vie de moucheur à chaque fois. Mais moi, je vous fais du microscope au télescope, je vous annonce ces paramètres techniques. Après, c'est à vous de les travailler. Donc dernier paramètre technique, alors là, c'est quelque chose de très très personnel. Vous en pensez ce que vous voulez, mais pour ma part, le terrain pratiqué est très important. Donc je me définis plus comme un coureur de rivière, c'est-à-dire que je pratique beaucoup de terrain. Moi, je préfère pêcher beaucoup plus de courants dans la journée plutôt que de passer du temps dans certains courants définis et optimiser comme ça. Personnellement, moi, j'optimise en tant que coureur de rivière. Je cible mes courants, je fais du terrain parce que je suis personnellement persuadé que plus vous allez pêcher de courants différents, plus vous avez de chances de prendre du poisson. Il y a certaines personnes qui vont vous dire l'inverse et c'est respectable. Non Stan, tu devrais passer 4 heures dans un courant, changer tes lestages de nymphes, affiner tes nylons. C'est une autre vision de la pêche en nymphe. La pêche en nymphe est un art, on a tous sa vision de la chose. L'important, c'est de croire en sa vision et de ne pas copier une vision sans l'avoir essayé et testé vous-même. Donc moi, vous le verrez dans la suite de mes vidéos, vous l'avez déjà vu, je suis un coureur de rivière. Je pratique beaucoup de terrain, j'ai besoin d'étendues sauvages. Je teste un courant, je vois ce que ça donne, je le pêche un peu. Si je fais des poissons, c'est bien, j'insiste un peu, mais je reste jamais 5 heures dans le même courant. Et ça me permet aussi personnellement d'emmagasiner plus de terrain vu. Vous voyez, c'est comme un logiciel où j'ai parcouru plus de rivières, donc j'ai vu plus de cas. Donc dans mon logiciel, j'ai emmagasiné plus de cas différents, donc je connais mieux mon lestage. J'ai vu plus de choses. En infravue, c'est pareil. Plus vous voyez de bordures différentes, plus votre œil s'adapte. Et c'est pour ça que même en hiver, moi je fais des tours au bord de l'eau pour voir les frayères ou les truites sans canne, pour travailler mon œil. Et ça me fait du bien, ça me fait une balade au bord de l'eau. Et le petit bonus, c'est que ça fait aussi du sport de faire plus de terrain. Et le terrain pratiqué, ce que je vous dis, c'est une croyance personnelle. Et sur certaines rivières, ça marchera peut-être pas. Peut-être que sur la Dordogne, sur un courant immense, et tellement il y a de monde qui pêche,
bah, une fois que vous avez un spot, vous devez bien le pratiquer et passer 3-4 heures dans un courant sur la Dordogne. Il y a des règles générales et parfois des cas particuliers. Donc, à vous de choisir ce que vous voulez faire sur une journée de pêche. Est-ce que vous allez insister vraiment 5 heures dans un courant pour sortir toutes les truites et les ombres, ou alors vous allez faire comme moi, le coureur de terrain. Voilà, on a fait le tour des 8 paramètres techniques. Je vous le répète, toutes ces choses-là en vert que je viens de vous dire, tout ce qui est code couleur vert, vous pouvez maîtriser la technique. C'est là-dessus qu'il faut que vous réfléchissiez. Franchement, perdez pas votre temps sur des groupes Facebook à discuter de la merde. Ça, c'est le cancer social du moment. Passez votre temps au bord de l'eau, regardez votre méthode, regardez vos rivières en face, mais passez quand même un minimum de temps devant l'écran. Prenez des gens qui vous donnent des conseils comme moi ou un autre et allez les appliquer à votre manière. Faites vos propres erreurs et gérez votre technique, mais passez pas 3 heures à vous demander si une canne en 10 pieds 6 c'est mieux qu'une 11 pieds. À un moment on s'en tape, il faut vraiment que vous ayez un ensemble de paramètres qui vous projettent dans une stratégie. Ça c'était pour tout ce qui est technique. Maintenant on va passer aux conditions. Donc là c'est tout à fait une autre histoire. Donc vous revoyez ce que je vous ai dit au début, le vecteur équilibrium qui est composé de facettes techniques et de conditions. Et alors là pour les conditions vous devez les subir. Vous n'allez pas vous battre contre la météo. Quand il y a un tsunami qui vous arrive dessus, vous ne pouvez pas vous battre contre un tsunami. Donc il faut faire une prise de judo aux conditions. Surtout pas se plaindre et s'adapter. Et par exemple, si les rivières sont impêchables, je sais pas, vous allez en Slovénie, toutes les rivières sont impêchables, c'est foutu. Relaxez-vous, allez boire des bières au bar du coin, ça servira à rien de pêcher et d'insister. Des fois, la patience, c'est aussi une vertu dans la pêche en nymphe. Et j'insiste là-dessus, mais ce paradoxe entre le côté technique où on peut s'améliorer et les conditions qui vous sont imposées, bah c'est ça qui fait que la pêche en nymphe c'est fascinant, et que la pêche à la mouche plus globalement, et que la pêche c'est fascinant, parce que c'est une nouvelle histoire qui est réécrite tous les jours dans la pêche en nymphe. Surtout qu'on est dans un monde du tout de suite maintenant où on veut tout savoir comment ça se passe. C'est un monde où ça relâche jamais, on veut tout être timé, un tel emploi du temps, telle chose se passe à telle heure, mon téléphone sonne, je dois y répondre à telle heure. Vous pouvez lire les bouquins de Sylvain Tesson, il fait une éloge de ça, du temps libre. Bah, dans la pêche en nymphe, on retrouve ça. C'est un nouveau scénario qui est dicté par la nature à chaque fois, et parfois c'est frustrant parce que vous pouvez rien faire. Donc les conditions, vous les regardez en face, vous les acceptez, vous les notez bien et vous leur faites une prise de judo, vous devez les subir et vous y adapter. Mais c'est vraiment ça qui fait ces montagnes russes émotionnelles dans la pêche en nymphe. À chaque fois que vous allez à la pêche, vous ne pouvez pas savoir si vous allez prendre la truite de votre vie ou si vous allez prendre la tôle de votre vie et glisser sur un caillou et vous casser une jambe. Et c'est ça qui est, je pense, très plaisant dans la pêche en nymphe. Voilà, je vous remets le petit vecteur équilibrium qui tourne ici pour bien vous faire penser l'équilibre entre tous ces paramètres qui est très important. Donc mes 6 paramètres de conditions que je vous propose, c'est la météo, la chance, il en faut, hein. Il y a des pêcheurs qui ont vraiment de la chance, j'en ai vu, ça existe, ça fait partie du jeu, vous ne pouvez pas lutter contre ça. L'éducation des poissons, on va en parler. Si vous pêchez en Alaska ou à Champagnole ou sur la Sorgue, c'est un monde totalement différent. Le niveau d'eau, vous ne pouvez rien y faire. Si la rivière est en crue, c'est pas la peine, ça ne pêchera pas à la mouche. Clarté de l'eau, très important, vous ne pouvez rien y faire. La clarté de l'eau va définir l'exigence des poissons. Et effectivement, un paramètre dont on ne parle jamais de trop, mais c'est la densité de poissons. Parce qu'en France, on pêche dans des déserts, quoi. Je veux dire, moi, mes journées moyennes de pêche en France, sans mentir, c'est entre 5 et 7 poissons la journée moyenne. Donc j'ai des scores, des fois 70 poissons, et des fois je fais une tôle. Mais la densité de poissons en France, parlons-en, on va en parler. Donc voilà ces 6 paramètres déjà. Si vous avez compris et analysé tout ça, ça va beaucoup vous aider. Alors la météo. Effectivement, la météo, vous ne pouvez rien y faire, mais vous pouvez connaître vos bases et savoir déjà que les truites n'aiment pas le soleil en général. Et au pire, quand il y a du soleil, vous les chercherez à l'ombre. Exemple tarte à la crème, des périodes d'étiage prolongées, c'est pas bon. Les poissons ils se cachent. Météo sécheresse, on le sait, c'est pas bon. Et quand il y a des coups d'eau, c'est très bon. Il y a un apport d'eau dans la rivière, donc il va y avoir plus d'insectes, les poissons vont sortir.
Donc la météo, ça c'est assez simple. On peut passer à l'éducation des poissons. En France, c'est un vrai sujet, quoi. C'est un vrai sujet. Je fais mon chauvin une fois de plus, je suis désolé. Faites débarquer un Américain, un Australien ou un mec du Royaume-Uni sur la Sorgue, sur la Loue, sur la Touvre, j'en parle même pas. Le mec, il va arriver avec son strike indicator, avec un worm comme ça en plastique sur du 18 centièmes. Tu débarques avec ça sur la Loue, à Champagnole ou sur la Vis. Non mais les truites, elles rigolent, quoi. Je veux dire, elles sont pliées de rire comparé à la technique française minimum qu'il faut pour prendre un poisson au niveau de l'éducation des poissons. On est des très gros nympheurs en France, on est une nation de nympheurs, on éduque les poissons comme jamais, je vous l'ai déjà répété. Donc s'il y a un sujet qui compte en France, c'est l'éducation des poissons. Une truite de 60 cm sur la Touvre, la prenez pas pour un jambon, quoi. On va voir par la suite, mais il faut arriver avec le bon gamard, bien transparent, la bonne approche, le bon nylon. Ça, c'est un paramètre que vous devez vraiment prendre en compte, l'éducation des poissons, sinon vous n'allez pas souvent mouiller l'épuisette. Autre paramètre important, le niveau d'eau. Donc là, je vous l'ai déjà dit avant, vous devez connaître vos niveaux d'eau et la dynamique de vos rivières. Très important. Je vous ai mis une photo ici exagérée d'une rivière en crue. Quand la rivière est en crue, c'est pas la peine d'aller pêcher et j'insiste là-dessus, organisez votre vie autour de ça. Passez pas du temps à aller au bord de l'eau quand la rivière est brune, vous pouvez même pas pratiquer des bonnes dérives. Passez à autre chose, ça sert à rien. Donc c'est à vous de connaître vos niveaux d'eau et vous devez savoir comment la rivière va réagir en fonction de ce qui tombe. Moi sur mes rivières du nord-est que je connais bien, je peux en fonction des millimètres de pluie qui tombent sur l'intensité, à partir d'une analyse très fine, arriver à tordre un peu les conditions et à deviner dans les conditions ce qui va se passer. Par exemple, je sais que sur une rivière du nord-est, s'il y a 3 mm de pluie qui tombent tranquillement dans la journée, ça ne va pas trop faire monter ma rivière de base. Par contre, si je prends un orage avec 12 mm de pluie au mois de juillet où il n'y a que de la poussière au bord de l'eau, c'est pas la peine au niveau du niveau d'eau. Voilà, donc ça vous aidera aussi. Clarté de l'eau, encore une condition à laquelle vous ne pouvez pas lutter. Vous allez pêcher sur la Vis, qui est réputée une des rivières les plus claires de France, vous allez comprendre votre douleur, quoi. Quand vous allez voir la clarté de l'eau, vous allez lever une canne, la truite va se barrer. Vous ne pouvez pas lutter contre ça, c'est à vous de vous adapter, de baisser le diamètre de nylon, de baisser la taille des nymphes, de soigner votre approche. Vous ne pourrez rien faire contre ça. L'eau est tellement claire sur la Vis, la Touvre, la Loue ou la Haute-Rivière-Nain, vous allez pêcher la Haute-Rivière-Nain, c'est cristallin à Champagnole. Donc c'est à vous de vous adapter à cette condition. Et tout à l'inverse, on passe encore sur un exemple complètement inverse. Si vous allez en Irlande, l'eau est teintée couleur thé, le fond sombre, vous ne pouvez rien faire contre ça non plus. Donc ce sera à vous de vous adapter et de proposer des nymphes visibles parce que l'eau ne va pas s'éclaircir. Elle est comme ça de manière naturelle. Donc la clarté de l'eau définit vraiment votre pêche et une fois de plus, cet ensemble de paramètres à respecter. Un autre exemple que je voulais vous donner, parce que j'ai beaucoup de clients qui pêchent en Slovénie avec mes mouches, j'ai beaucoup de retours. Et je suis très content de savoir que les céramiques marchent là-haut. Ça ne m'étonne pas parce que c'est des rivières puissantes. La Socha, par exemple, qui est une des rivières les plus connues de Slovénie, c'est une rivière, elle peut être limpide comme de la Vitelle, mais elle peut aussi être teintée comme de la boue, quoi. Donc vous pouvez avoir une alternance. Sur le début du voyage, l'eau est limpide. Vous devrez vous adapter à pêcher avec des petites céramiques, des petites Fuzzentail vraiment précis dans de l'eau très claire. Et d'un coup, ça se met à teinter et vous allez chercher les marmoratas au streamer derrière les cailloux sur une pêche totalement différente. Même sur des rivières pratiquées et connues comme par exemple, je pense à la Loue, le Doubs ou la Vis ou la Touvre. Je vous répète tout le temps les mêmes exemples, c'est les plus connus. Mais quand il y a un petit coup d'eau, bah, il y a des chances qu'en infophile, ça marche mieux. Sur la Loue, en temps normal, par exemple, sur les parcours très connus comme Ornans et compagnie, vous allez mettre un coup de nymphophile en temps normal à l'étiage, vous ferez quasiment rien. C'est trop brutal comme technique. Il faut pêcher en nymphophile, en infavue, pardon. Par contre, s'il y a un petit coup d'eau, que l'eau se teinte un peu, bah là les poissons vont être plus faciles et la clarté de l'eau va changer et vous pourrez faire du poisson en nymphophile. Je vous rassure, ça arrive très rarement. Il faut vraiment tomber au moment du coup d'eau pour pêcher en nymphophile sur des grands classiques français, quoi. Et je prends encore un exemple en Auvergne. Il y a beaucoup de pêcheurs en Auvergne, les fonds sont sombres, les eaux sont à peu près teintées, donc il faudra quand même aller sur des mouches un minimum visibles. Ça sert à rien d'aller pêcher
les eaux de l'Alagnon ou de la Sioule avec des modèles hyper discrets, quoi, par exemple. Donc, autre paramètre de condition, la densité de poissons. Tout le monde n'a pas assez de chance, mais je vous encourage à faire beaucoup de voyages de pêche pour vous rendre compte comment la nature peut vous donner des densités de poissons incroyables. Moi j'étais en Alaska, c'est pour ça que je vous ai mis une photo des saumons en Alaska. Vous n'en revenez pas, hein. Quand vous passez de pêcher les lys de champagnols par exemple à l'Alaska, vous passez de quelques poissons sur le lys à champagnol très difficile à un tapis de saumon en Alaska qui se jette sur n'importe quoi. Donc la densité de poissons, c'est une condition qui va faire que vous allez prendre du poisson très facilement ou pas du tout, mais vous ne pourrez rien y faire. Moi, je vous donne un exemple. J'ai des clients au Royaume-Uni qui m'invitent sur leur parcours privé. Quand je vais au Royaume-Uni sur un parcours privé qui a été pêché 3 fois dans l'année et encore, la densité de poissons, elle est très bonne. Ils ne sont pas éduqués. Donc, dans mon vecteur équilibrium des paramètres, ce paramètre, il va peser énormément. Les poissons n'ont jamais vu une mouche. Tu arrives avec une céramique dans un endroit qui n'a jamais été pêché, tu fais poisson sur poisson. Donc là, c'est très simple à comprendre. Et dernier paramètre qui joue beaucoup, la chance. Ne négligez pas la chance. Il faut la provoquer. Si vous travaillez tout ce que je vous ai expliqué avant sur la technique, vous allez provoquer votre chance. Moi, je suis vraiment un optimiste né. Et je pense qu'il faut provoquer sa chance, ou du moins pas être négativiste et pessimiste. Et pour provoquer la chance, il faut toujours penser à dire « et » plutôt que « mais ». Dans la pêche en nymphe, c'est ça aussi. Il faut aller au charbon avec des « et » pas des « mais ». Si sur chaque approche de chaque spot, vous vous dites oui, mais là, je vais mettre la nymphe dans l'arbre », ne réfléchissez pas comme ça. C'est je vais attaquer ce courant et je vais faire une dérive ici et je vais choisir le bon lestage et si ça ne va pas, je changerai. Il faut une démarche optimiste par rêveur, optimiste efficace pour provoquer la chance. Après, il y a des pêcheurs qui ont le cul bordé de nouilles. Moi, j'ai déjà vu des copains qui ont fait des truites énormes devant moi sans rien faire, en mettant plic-plouc et un coup de nymphe. Ça arrive, mais ça vous arrivera plus souvent si vous pratiquez plus. Voilà pour ce qui est des 6 paramètres de conditions que je vous propose. Donc, je vous place la chose. Sur la technique, vous pouvez la maîtriser. Vous pouvez influer là-dessus, sur votre ensemble de paramètres qui se tient dans ce vecteur équilibrium. Les conditions, vous devez les subir, mais vraiment les subir en vous adaptant, pas les subir en vous plaignant. Je vous remets une fois de plus le petit vecteur équilibrium qui tourne ici pour toujours vous ramener à cette vision que je vous propose dans cette vidéo. Et je ne sais pas, dans d'autres vidéos, je vous proposerai peut-être encore une autre vision. Il y a une vidéo où la pêche en nymphe, pour moi, c'était comme jouer au poker avec la rivière. Là, je vous propose une vision avec des paramètres d'équilibre. Et je vous proposerai autant de visions qui m'enchantent pour pouvoir vous débloquer et vous faire comprendre qu'il ne faut pas rester fixé sur un paramètre, que les mouches, que la canne. Il faut toujours prendre du recul du microscope au télescope. Alors, une petite partie sur l'équilibre des paramètres et l'éducation des poissons, comme je vous ai dit. Vous voyez ici, je vous ai mis en haut à gauche un petit vecteur équilibrium avec juste une petite touche de vert parce qu'on est en Mongolie, les poissons ils sont cons comme des valises, vous avez juste à lancer une nymphe dans l'eau pour prendre du poisson. Donc là, ce qui pèse dans votre vecteur équilibrium, c'est très simple, hein. Les poissons ils sont affamés, ils ont très faim, il n'y a pas 1 million de paramètres qui se croisent ensemble, quoi. Vous faites un bon lancer avec une nymphe lambda, vous allez prendre un poisson.